Et bah tu vois, moi, Nagui, quand je pense à Nagui, là, tout de suite, je pense à un mec qui, depuis des années, que dis-je, des dizaines et des dizaines d'années, on a retrouvé un extrait juste là, qu'on va regarder ensemble. Là, c'est Nagui en jaune. Il est jeune, je pense que c'est dans les années 90, donc si tu veux, ça fait 30 ans que le mec se gave d'argent public. Le mec a fait fortune puisque l'État français vole, c'est du vol, hein, à ce stade-là, c'est du vol, vole le pognon des Français pour le redistribuer. Eh bien, Nagui, il est devenu sûrement multimillionnaire grâce à ça. Alors, alerte info, Charles Aloncle détruit Nagui en direct après que l'animateur a fait la leçon à une candidate pour un van aménagé jugé pas assez écolo à son goût. Le député lui rappelle ses vacances sur des yachts à Saint-Tropez. Donc j'ai plusieurs vidéos à vous montrer, j'en ai trois ici, je crois, j'ai celle-ci et celle-ci, je sais, bon, 4 minimum, peut-être 5. Bref, c'est parti. Je voudrais vous poser une question probablement à laquelle vous attendez. Le but de cette commission d'enquête, c'est aussi de donner la parole aux personnes qui parfois font face à certaines accusations pour défendre le service public de l'audiovisuel. C'est votre émission N'oubliez pas les paroles qui date du 26 février 2025. À cette occasion, vous avez sévèrement taclé Fanny, une candidate arboricultrice de profession qui projetait d'acheter un van aménagé. Je pense que vous vous souvenez de la séquence de type diesel pour aller travailler, lui permettre de réaliser son travail et ses saisons aux quatre coins de la France. Vous lui avez asséné en plateau, en direct, je cite, si elle connaissait le principe de sauver la nature et la planète avant de l'inciter à choisir un mode électrique. Alors suite à cette séquence, vous savez, mais beaucoup l'ont considérée comme humiliante pour Fanny, cette candidate. Vous avez fait l'objet de critiques nourries à la télévision comme sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a des animateurs comme Monsieur Hanouna qui vous a qualifié de donneur de leçons. Les réseaux sociaux en ont aussi dans la foulée profité pour publier un certain nombre de photos de vos dépenses somptuaires. Il y a des photos à Saint-Tropez où vous trouvez sur un yacht, dont on doute d'ailleurs qu'il soit zéro émission. Je crois qu'un Allez, tiens, ça c'est gratuit ça. yacht produit en moyenne 20 000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 10 000 voitures, vous voyez, à peu près en ordre d'idée. Donc, vous voyez, entre vos voyages, probablement en jet, vos séjours tropéziens, je pense que c'est probable que votre bilan carbone soit supérieur à celui de cette candidate arboricultrice Fanny, qui voulait Alors lui, il est en sueur. acheter un van sur le service public avec les gains de cette émission. Donc encore une fois, comment est-ce que vous conciliez vos leçons d'écologie, peut-être aussi avec votre comportement, peut-être avec votre mode de vie? C'est une question assez importante, notamment pour les valeurs du service public. Je voudrais vous... Alors, c'est dommage qu'il n'y a pas sa réponse, mais c'est tout simple en fait. C'est-à-dire que le mec, il est à la télé. Il faut qu'il passe pour, voilà, pour que tu sois bien vu, faut être écolo, faut être de gauche, etc. Donc à la télé, voilà, il passe pour le mec bien. Il est de gauche, il est écolo, il est féministe, il a tous les badges. Il a tous les badges. Tu vois, c'est comme dans Pokémon, il a les 8 badges. Il peut aller à la ligue. Il peut affronter la ligue. Il a tous les badges. Il est féministe, il est écolo, il est pour les droits des LGBT, tout. Il a tous les badges. Mais dans la réalité, hein, parce que ça c'est à la télé, il faut se donner une image, ok. Il faut être gentil. Hein. Mais dans la réalité, le mec il est multimillionnaire. Donc il va sur des yachts, il en a rien à carrer. Il va faire la leçon à une meuf qui gagne 1 500 € par mois, qui veut vivre en van parce que ça devient de plus en plus compliqué. Il lui fait la leçon, mais t'es pas écolo. Hein. Comme ça il passe pour le mec écolo. Il dit, ah bah Nagui il est écolo, c'est un bon gars. Et puis derrière, gros yacht, etc. Ça se permet. Il y a l'image qu'on donne et la réalité. C'est juste une personne de gauche comme les autres. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, non, bah non, attends. C'est comme Marion Cotillard. Oui, je suis pour l'écologie. La meuf apprend des jets privés absolument tout le temps. Mais elle est pour l'écologie, bien évidemment. Et mettez le plastique dans la poubelle jaune. Bon, moi, je prends des yachts pour faire 100 mètres. Mais mettez le plastique dans la poubelle jaune. Hein, la planète, attention. Hein, elle va pas se sauver toute seule. Insupportable, insupportable. Donc c'est quand même dommage qu'il n'y a pas sa réponse. Respect. C'est pas ce que j'ai dit, mais je suis vigilant. Alerte info, commission d'enquête. Charles Aloncle remet Nagui à sa place lors de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel. Pour l'avenir. Insinuer des menaces de mort, je suis pas sûr que ce soit parfaitement fidèle à ce qu'on attend de cette audition. En tout cas, monsieur Nagui Fam, je vous remercie de venir répondre à l'ensemble de nos questions. Je pense que c'est là le plus important. En fait, je trouve que votre propos liminaire est assez fort pour faire preuve de pudeur, qui semble être une notion qui semble vous échapper. Allez, tiens, ça c'est encore gratuit, ça.
le petit pic. D'abord, je trouve ça assez fort, d'ailleurs, déjà de m'accuser de cyberharcèlement. Pourquoi ? Parce que vous m'avez jeté en pâture sur un post aussi mensonger qu'indigne devant 1 demi-million de vos abonnés, expliquant que vous étiez convoqué dans cette commission d'enquête parce que vous seriez vegan et d'origine égyptienne, m'accusant ouvertement de racisme. Ah, la victimisation. Vous m'embêtez parce que je suis vegan et égyptien. Non, rien à carrer. Tu es égyptien, c'est très bien, ça, pas de problème. Non, là, on te fait des réflexions sur ton mode de vie. Hallucinant. Tout de suite, la victimisation. Vous l'avez fait alors que vous êtes suivi par une telle communauté qui n'a pas tardé à m'envoyer des milliers de messages, dont certaines menaces de mort, que vous avez proprement orchestrées par ces accusations mensongères. Je trouve ça fort de parler de fausses informations, de fake news, quand, dans mon rôle de rapporteur, et c'est une commission d'enquête, notre rôle c'est d'enquêter, je n'ai fait que relayer une enquête de Mediapart, que vous n'avez pas contesté, vous n'avez pas accusé Mediapart d'être raciste ou anti-vegan. Ils l'ont sorti en 2020 sur le contrat que vous avez passé avec France Télévisions entre 2017 et 2020. Et il révélait que vous aviez passé un contrat de 100 millions d'euros avec France Télévisions pour seulement 3 ans. Je ne crois pas avoir diffusé des fausses informations quand j'ai relayé la demande d'une députée macroniste. Vous voyez, elle n'est pas de mon camp, elle n'est pas raciste, elle n'est pas anti-végane, et pourtant, à la suite de la publication de l'enquête de Mediapart, elle avait réclamé une commission d'enquête sur votre enrichissement personnel sur le service public. Commission d'enquête qui n'a jamais vu le jour. Je trouve ça fort d'attaquer cette commission d'enquête dans une posture totalement victimaire que les Français ne supportent plus. Bon, je pense. Non, mais honnêtement, et laissez-moi aller au bout de mon propos, Monsieur le Président. Non, mais je voulais faire il y a eu des accusations, notamment de menaces de mort, qui sont très fortes. Permettez-moi d'y répondre. Et je le fais sereinement, je le fais de façon justifiée et objective, parce que je trouve que là, on dépasse certaines limites, notamment des travaux de cette commission d'enquête. Donc, je trouve ça fort de présenter cette posture victimaire à l'heure où on ne laisse plus rien passer aux Français. À l'heure où ils doivent payer toujours plus pour nos services publics, pour vos salaires, à l'heure où la moindre amende ne leur est pas pardonnée. Pour eux, ils n'ont pas la moindre excuse qu'ils peuvent donner. Et le dernier point que je voudrais indiquer, c'est que, vous voyez, depuis le début de cette commission d'enquête, on a entendu beaucoup de vos collègues. Ils sont tous venus. Je voudrais citer Léa Salamé, Laurent Delahousse, Hugo Clément, Arlette Chabot, Samuel Etienne, David Pujadas, Élise Lucet, Tristan Wallex, Michel Drucker, Patrick Sébastien, Vanessa Burgraff, Jacques Cardoz et bien d'autres. Ils ont répondu. Ils se sont simplement pliés à cet exercice de transparence démocratique, et c'est simplement ce qu'on vous demande de faire cet après-midi, de ne pas porter d'accusations mensongères, mais simplement nous répondre, parce que simplement, je crois que le but d'une commission d'enquête, c'est pas de faire plaisir aux gens à qui on tend un micro, mais c'est de se renseigner sur d'éventuelles dérives et dysfonctionnements pour mieux les résoudre et pour mieux, à la fin, sauver ce service public de l'audiovisuel auquel on tient. Donc ma toute première question... Non, ça par contre c'est faux, on n'y tient pas du tout. Moi je suis soit pour la privatisation, soit pour que le service public disparaisse. Voilà. Soit on privatise, et donc du coup, ça va être des mecs qui vont racheter ça, qui vont voir ça comme un business, et qui vont se dire, bon, bah en fait j'ai racheté ça des millions d'euros, donc il faut que ça me rapporte des dizaines de millions d'euros. Donc pour que ça me rapporte des dizaines de millions d'euros, il faut que je fasse quelque chose de qualitatif, ce qui n'est pas le cas sur le service public, puisque c'est que de la merde. Hein, le service public, c'est de la merde. Voilà. Donc, soit on privatise, soit on arrête. Moi, ça me dérange pas du tout. Si les émissions de Nagui, tout le monde veut prendre sa place, je sais pas quoi, là, ça n'existe plus. Si France Inter, ça n'existe plus. Rien n'a pété, en fait, tu vois. Et tout le monde, en fait, c'est ça qui est... Tout le monde n'a rien à péter, puisque personne regarde ça. Il doit y avoir 4 pélos qui écoutent France Inter, donc ça va déranger 4 pélos, tu vois. Donc, soit on privatise, soit on arrête, voilà. Pardonnez en tout cas la longueur de ce propos liminaire de ma part, mais c'était aussi pour répondre, je trouve, à la force de vos accusations en propos introductifs. Pourquoi une telle véhémence ? Pourquoi d'ailleurs de telles menaces, notamment de porter plainte ? Vous m'avez menacé sur les réseaux sociaux de porter plainte directement contre moi dans mon rôle de rapporteur. Quelles sont les choses que vous auriez finalement à cacher pour envisager une plainte et des poursuites en justice ? Respect. À mon avis, il y a plein de choses qu'il doit cacher. Mais monsieur... Clash en direct à l'Assemblée, Nagui versus Aloncle, ça dérape. Je n'ai pas l'habitude. Non mais d'accord, mais monsieur le rapporteur, monsieur Fab, une petite seconde. En fait, j'imagine que Nagui, tu vois, c'est le mec qui a jamais été jamais pendant 30 ans, il a jamais été enquiquiné, quoi, tu vois. Hein. Il s'est enrichi comme pas possible, multimillionnaire grâce à notre pognon. Personne l'a jamais enquiquiné et là, il doit rendre des comptes.
Là, on l'interroge, on dit, bah mec, en fait, tu trouves pas que tu t'es un petit peu gavé, il faut peut-être que tu rendes des comptes, parce que j'imagine qu'il y a tellement de trucs opaques, hein, tellement d'argent caché, etc., qu'il se dit, oula, si ça commence à fouiller là-dedans, je vais avoir des problèmes. Donc là, il commence à sentir que, ouais, ça pue là. Ouais, ça pue un peu là. Une petite seconde. Je crois que les Français... Non mais monsieur le président, pardon, excusez-moi, je vais quand même aller au bout. de menaces de mort suite au poste de Nagui. Je pense qu'il faut aussi le dire. Monsieur un poste qui a été vu par un demi-million de personnes on est tous menacés. Qui m'accusent de façon insigneuse d'auditionner monsieur Nagui simplement parce qu'il est d'origine égyptienne et végane. Ça m'a valu des milliers de menaces de mort. Attendez, vous permettez... Je voudrais pas simplement qu'on soit dans... Je voudrais qu'on réponde aux questions et qu'on arrête d'accuser. Monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur, pardon, il y a un président de cette commission d'enquête, c'est moi. D'accord? Donc vous allez me laisser terminer calmement et sereinement. Lui, il est vraiment insupportable. On est tous menacés dans cette commission d'enquête, l'ensemble des parlementaires sont menacés, vous avez été menacés. On va pas jouer à qui est le plus menacé. Malheureusement, on vit à l'ère du soupçon généralisé, à l'ère de la suspicion, à l'ère des attaques calomnieuses. Monsieur le rapporteur le sait, quand il avait indiqué de manière calomnieuse que j'aurais pu éventuellement avoir des liens avec Media One, j'ai été moi-même victime de dizaines et de dizaines de milliers de commentaires et d'attaques. Le rapporteur lui-même a été victime de menaces, les députés présents, vous aussi. Je propose, et je le dis très calmement, je pense que votre règlement de compte n'intéresse pas les Français. Et je le dis à tous les deux. Le rapporteur a parlé des Français, non mais je pense que de savoir qui a commencé, qui a fait le tweet, le premier tweet, la réponse du tweet, la première émission, ça n'intéresse personne. Le rapporteur a beaucoup de questions, des questions importantes. Vous avez porté plainte, monsieur Pham, et la justice. On n'est pas dans la cour de récréation, mais qui a commencé, c'est extrêmement important. Monsieur Pham, j'ai fait un propos introductif où j'ai rappelé la chronologie. J'ai dit qu'effectivement, le rapporteur, dans une émission, avait, au conditionnel, indiqué que vous seriez la personne qui se serait le plus enrichie, en disant effectivement que c'était une suspicion. Vous y avez répondu, avec des propos sur lesquels le rapporteur a expliqué qu'il lui avait valu lui aussi des menaces et des attaques. Je pense qu'on peut mettre maintenant ce sujet-là de côté. Moi, j'en ai précisé la chronologie. L'émission des Incorruptibles, les attaques que vous avez subies, votre poste ensuite. Non, monsieur le rapporteur, je justifie rien du tout. Quand vous allez sur une émission pour dire Nagui serait la personne qui s'est plus enrichie sur le service public, ça a des conséquences. Mais on va voir juste après, hein, mais dans cette vidéo, il s'en vante en fait. Il s'en vante. Vous a répondu, et maintenant on va pouvoir éclairer. Mais monsieur le rapporteur... Alors c'est dommage qu'il n'y a pas les réponses de Nagui, mais je pense qu'on va pouvoir les voir. Attendez, donc là, quand Nagui disait qu'il était très riche grâce au service public et qu'il n'était pas le seul... Tu es dans ta maison? J'ai une espèce de grosse baignoire en plein air, oui. Top, cool. Oh ouais, c'est tout moche. Et t'as les serviettes de bain, il y a le guépard dessus? Et ça, c'est service public. Ouais. Ça, c'est service public. Tu sais, le service public... Il m'a permis beaucoup de choses, le service public. Il est en train de vous dire, madame, monsieur, qu'il est devenu très riche grâce au service public. Et il n'était pas le seul. Tu es dans ta maison? Il le dit, hein. Donc en fait, là, il était tout seul, personne n'en kikinait, il fanfaronnait, et là, boum, retour de bâton. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? On n'assume plus ou quoi? Donc attendez, je crois qu'il y a quand même des réponses de... Ce qui révèle le tribunal telle ou telle émission. Voilà. Cet exercice de transparence qui pourtant est une obligation légale. Il y a deux très bonnes raisons. La première est la concurrence entre producteurs et entre chaînes, et de ne pas, en effet, dire à combien telle ou telle émission a été vendue. Je pense notamment à ce qui s'est passé ici dans cette commission autour du festival de Cannes, et où Renaud Levanquim s'était ému que ces chiffres soient donnés, parce que oui, on est dans une situation de concurrence et de marché, et tous les chiffres ne sont pas bons à présenter à tous les concurrents ou à tous les médias. Si j'ai envie d'aller demain à TF1 et de leur proposer une émission, mais pas au même prix que celle de l'émission actuelle, c'est sûr que si j'arrive et qu'ils ont connaissance de tout et son contraire, c'est pas une situation extrêmement agréable. Par contre, les sociétés qui, elles, ne sont pas soumises à cette concurrence et qui concernent les activités techniques, musicales et autres, déposent leur compte. Mais à nouveau, c'est une... Bon. Parce que cette commission d'enquête, je crois que j'ai fait une vidéo hier sur Patrick Sébastien, ou il y a 2 jours, je ne sais plus, mais on va conclure là-dessus. C'est-à-dire que, oui, c'est super, en fait. C'est vraiment bien de faire ça. C'est vraiment bien
d'interroger ce genre de personnes, parce que ces gens souffrent d'une impunité totale. Ils n'ont aucun compte à rendre, jamais en fait. Ils sont là, ils s'enrichissent avec l'argent des Français, ils ont la belle vie, etc. Donc c'est bien de leur dire, à un moment donné, oui, il va peut-être falloir que tu t'expliques, qu'est-ce que c'est que tout ce pognon, pourquoi est-ce que tu fais la leçon à une meuf qui est juste dans un petit van, alors que toi tu vas sur des yachts, etc. C'est quand même bien. Après, la question que je pose encore une fois, c'est est-ce que ça va servir à quelque chose, quoi? Cette commission d'enquête. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Qu'est-ce qui va découler de tout ça? Moi, je pense que rien du tout. Voilà. Encore une fois, il y a beaucoup de parlotte. On va apprendre des choses qu'on sait déjà. Que le service public, c'est ces copinages qui s'enrichissent sur le dos des Français. Oui, on le sait déjà. Voilà. Et ils vont continuer. C'est tout. Tant que la table ne sera pas renversée, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Aucune. Allez, on se laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao.